L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Et Pierre-Hugues, ce matin, vous ne recevez pas un, mais deux invités, Mayol et Aubin Aldebert, deux frères, mais également deux alpinistes. Ils publient La montagne se souvient et c'est aux éditions du Rocher. Bonjour Mayol et Aubin Aldebert. Bonjour, bonjour. En cette période de vacances scolaires, nous allons ce matin gravir les sommets avec vous. Vous êtes deux frères, mais aussi deux compagnons de cordée. Et vous publiez ce bel ouvrage, La montagne se souvient, c'est aux éditions du Rocher. Un livre qui recense les grandes histoires de l'alpinisme de 1492 à nos jours. On va regarder ensemble quelques-unes de ces histoires. Vous en racontez une dizaine au total. Mais tous ont un point commun, la folle envie de monter les sommets. Est-ce que dans l'alpinisme, il n'y a pas un peu, voire beaucoup de folie ? Oui, je pense que clairement, on peut dire qu'il y a beaucoup de folie. Après, l'alpinisme en soi, c'est pas forcément une discipline où on risque chaque jour sa mort. Mais en tout cas, on gravit, on dépense beaucoup d'efforts et on vit beaucoup d'émotions qu'on peut vivre tout au long d'une vie. La joie, le partage, l'effort, la peur, la crainte parfois. Donc oui, il faut quand même un peu de folie. Ouais. C'est un condensé d'émotions, l'alpinisme ? Exactement, un condensé. Alors là, on écrit 10 récits qui racontent des grandes histoires, des premières ascensions, des drames. Il faut savoir aussi que l'alpinisme peut très bien se pratiquer de manière toute simple. Nous rejoignons également les randonneurs, les alpinistes qui partent sur des L'alpiniste du dimanche est déjà un alpiniste. Exactement. Il vit déjà les émotions de la montagne à sa petite échelle, mais il les vit. Vous êtes tous les deux parisiens aujourd'hui. Est-ce que écrire aussi des récits d'alpinisme, c'est une façon de revenir à vos racines, revenir à ces récits de montagne que vous aimez tant ? Oui, c'est sûr. D'ailleurs, on dit dans le livre qu'on est en exil à Paris, parce qu'on a tous les deux grandi à Grenoble, donc au cœur des montagnes. Et on a aussi grandi dans tous ces récits de montagne, dans toute cette histoire de l'alpinisme. Et du coup, en étant à Paris, parfois on se retrouvait, on évoquait ces grandes histoires. On a eu envie d'en raconter nous-mêmes et d'aller justement de rencontrer aussi certains alpinistes, parce qu'il y a des histoires qui sont récentes. Et donc on allait rencontrer ces alpinistes pour recueillir leurs récits et puis les raconter du point de vue d'un narrateur qui voit tout, qui est omniscient, qui est même à l'intérieur même de l'alpiniste, de ce qu'il ressent, de son intimité même. Je disais que vous étiez deux frères, deux exilés à Paris, vous le disiez. Pourtant, vous êtes compagnons de cordée. Ça veut dire quoi, compagnons de cordée ? Ça veut dire quoi que vous êtes ensemble sur une même corde ? Peut-être qu'il y a certains de nos auditeurs qui ne connaissent pas du tout l'alpiniste, alors expliquez-nous. Compagnon de cordée, tout simplement, c'est être relié par une corde. Donc deux alpinistes reliés par une corde, une tête de cordée qui dirige l'itinéraire, l'autre qui suit, et puis les deux personnes qui s'accompagnent pour s'assurer l'une et l'autre. La cordée, en fait, elle signifie le lien qui permet de retenir une chute. Et compagnon de cordée, c'est important parce que pour nous, c'est aussi une manière de partager nos ascensions, de vivre les mêmes sentiments. On sent dans la corde qui nous retient à l'autre une fébrilité, retenir une chute ou bien un dynamisme de son compagnon de cordée. Voilà, et il faut vraiment aussi dans la cordée avoir confiance en l'autre. Parce qu'effectivement, ça nous est arrivé pas plus tard que cet été d'être sur une pente de glace un peu difficile. Et là, il faut savoir que la personne devant, elle va pas tomber, quoi. Il faut lui faire confiance. Et si on lui fait pas confiance, on n'arrive pas à avancer, quoi. Parce que celui qui est en tête, celui qui est devant, c'est celui qui assure le deuxième, donc c'est le plus expérimenté. Et donc lui, il faut pas qu'il tombe, parce que s'il tombe, il entraîne la deuxième personne. C'est une expérience extrême de la fraternité, en fait, ce que vous nous racontez là, parce qu'il y a le grand frère qui doit assurer son petit frère. Oui, totalement. Alors parfois on change. Mais... Exactement, parfois on change les rôles. C'est vrai que Mayol plus souvent me précède sur la cordée, mais c'est vrai que naturellement, que ce soit dans une ascension, dans une montée ou une descente, l'un puis l'autre va assurer tout simplement la deuxième personne de la cordée. Voilà, et comme on se connaît très bien, la confiance est quand même plus facile. Et puis la joie du partage est encore plus grande. Vous parlez des valeurs qui font l'alpinisme, c'est la confiance, la solidarité, c'est des valeurs extrêmement belles, nobles. Oui. Oui, c'est des belles valeurs. On pourrait même en voir d'autres, je pense, dans l'alpinisme. On pourrait parler aussi de contemplation. Bien sûr, pour nous, donc il y a cette confiance, il y a aussi une forme d'aguerrissement, partir une énergie, mais il y a aussi une contemplation, tout simplement se laisser porter par ce qu'on voit en montagne, par la beauté des lieux, une humilité aussi face à la nature qui reste importante. Et puis la conquête des sommets aussi, tout simplement, c'est quand même la base du livre et c'est le défi qu'on se lance de gravir une montagne et puis d'arriver en haut. Et dans ce livre, La montagne se souvient, Mayol et Aubin Aldebert, vous racontez ces récits de montagne, une dizaine.
Comment on sélectionne 10 récits? Ça doit être très difficile, ça, des histoires d'alpinisme. Frison Roche, on a publié de nombreuses, on les a lues quand on était parfois au collège, parfois au lycée. L'alpinisme, c'est une matière littéraire phénoménale, parce qu'il y a des tas d'histoires avec de multiples rebondissements, c'est incroyable. Et là, on a décidé d'en sélectionner 10 qui racontaient chacun une facette très différente de l'histoire de l'alpinisme. Donc on raconte des grandes premières au 19e siècle, à l'âge d'or de l'alpinisme. On raconte les grands drames où on a découvert que la conquête de l'inutile, pour paraphraser un autre grand auteur de montagne, avait un prix. On a raconté des grands secours en montagne, on a raconté une histoire aussi de chasseurs alpins pour raconter la naissance des jeunes troupes alpines. Donc voilà, on a essayé de raconter à chaque fois une facette un peu différente. Eh bien peut-être justement, Mayol Aldebert, racontons cette histoire des chasseurs alpins. On est là en 1892. Vous racontez dans ce livre cette ascension au col de la Vanoise de ces chasseurs alpins. Oui, en fait, c'est la fin du 19e siècle, donc les jeunes troupes alpines viennent d'être créées à la suite de l'unification de l'Italie. Donc on est à la frontière avec l'Italie dans les Alpes, et l'Italie devient menaçante puisqu'elle est unifiée, et l'Italie a elle-même des troupes alpines, les Alpini, et donc les Français décident de créer des troupes spécialisées dans les Alpes. Et on est aussi à une période où on découvre et on approfondit toute la cartographie. C'est le 19e, c'est les cartes d'état-major, et donc c'est les militaires qui vont d'abord faire une reconnaissance de tout le territoire, jusque dans les vallées les plus obscures, les plus profondes, et justement la Grande Casse, qui est le sommet de la Savoie, dont l'ascension est entreprise par l'expédition qu'on raconte. Et véritablement, au bout d'une vallée sinueuse, vraiment, il faut faire, même aujourd'hui, plusieurs heures de route encore pour y arriver. Et donc, il y a une équipe de chasseurs alpins qui va entreprendre son ascension le dimanche. Et malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu, puisque évidemment, les conditions météo vont être désastreuses, et puis qu'à l'époque, on a du mal à anticiper la météorologie. Et donc, on raconte cette ascension avec tout l'imaginaire aussi des chasseurs alpins qui ont eux-mêmes hérité des chasseurs à pied qui ont combattu en Algérie. Et on raconte cette ascension. Ils vont presque arriver au sommet. Je ne veux pas spoiler les auditeurs, mais voilà, je ne raconte pas la suite, mais ça va être terrible. Et en même temps, il va y avoir des actes d'héroïsme, puisque il y a des chasseurs qui vont sauver leurs camarades sans en dire plus. Est-ce que parmi les chasseurs alpins aujourd'hui, peut-être que vous avez pu en rencontrer, il y a encore cette tradition du récit, de ces histoires qui se transmettent? Alors c'est des histoires qui se racontent évidemment. Après, je sais pas si c'est des histoires qui se lisent au coin du feu ou dans les igloos quand les chasseurs alpins et les militaires partent en expédition. Ouais. Mais en tout cas, oui, on a envoyé d'ailleurs notre livre à quelques chasseurs et quelques officiers qu'on connaît, qui étaient ravis de pouvoir lire cette histoire, qui vraiment, c'est une histoire oubliée. Il reste juste une stèle au col en dessous de la montagne, et c'est d'ailleurs en voyant cette stèle qu'on s'est dit tiens, qu'est-ce qui s'est passé, on va raconter cette histoire, mais aujourd'hui elle est assez peu connue. Ouais. C'était donc les chasseurs alpins. Autre histoire que vous racontez dans ce livre, celle d'une statue de la Vierge Marie, puisque effectivement, quand on parle sommet, parfois certains veulent aller planter une croix, mettre une statue au sommet. Parfois le lien avec la religion est assez proche. Et vous racontez dans ce livre cette histoire sur l'aiguille du Grépon d'un étrange pèlerinage, d'une étrange procession qui petit à petit arrive en haut, Mayol Aldebert. Aubin Aldebert, pardon. Merci. Oui, évidemment. C'est l'histoire d'un guide qui s'appelle Joseph Ravanel, qui a 57 ans, donc plutôt en fin de carrière, qui est l'un des guides les plus connus de Chamonix. On le surnomme le roi des guides et le guide des rois, puisqu'il a accompagné le roi des Belges, Albert Ier, en montagne, et qui décide, pour terminer sa carrière, d'installer une vierge au sommet du Grépon, réputée l'escalade la plus difficile des Alpes. Et ça, c'est important, hein. Il est vraiment au terme de sa carrière, c'est le guide le plus renommé, et il veut terminer par un peu un coup d'éclat. Exactement. Et c'est un guide chrétien aussi. Un guide très chrétien, très croyant, et il veut donner un grand... c'est un grand panache lancé à la montagne. Et donc, il va installer une vierge de 44 kg, 1,20 m. Il va la porter sur son dos, donc d'abord à dos de mulet, puis sur les glaciers, et enfin dans cette escalade extrêmement difficile, l'escalade du Grépon, qui a été réalisée pour la première fois en 1881
par Meumery. Et donc il va arriver à monter cette Vierge, l'installer au sommet du Grépon avec toute une équipée qui rassemble notamment le vicaire de Chamonix, l'abbé Vuarnet, qui va monter en soutane. Et donc on va voir ce vicaire en haut du Grépon, sur une aiguille de roche, bénir la statue. Et juste pour les auditeurs qui voient peut-être pas ce que c'est le Grépon, c'est vraiment une aiguille de roche qui se détache de la montagne, qui est impressionnante et qui est vraiment très très vertigineuse, au-dessus de Chamonix, dans toutes les aiguilles de Chamonix. Et quel est le sens de monter une Vierge Marie en haut ? Est-ce que vous pensez que ce guide, qui avait presque 60 ans, mettait un sens tout particulier à vouloir que cette statue de la Vierge soit visible de tous ? Oui, alors on peut y trouver plusieurs sens. Tout d'abord, bien sûr, il y a une course à la montagne, il y a une course aux Vierges, ce qui est assez rigolo à dire. Ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il y a quand même une volonté de réussir à monter une statue le plus haut possible. Exactement. Les Italiens de Courmayeur, donc côté italien du Mont Blanc, ont monté leur propre statue en haut de la dent du géant. Les gens de Chamonix, de Chamonix d'Argentière même, avaient monté une statue au sommet du Dru. Donc les Chamoniards doivent monter leur propre statue au sommet du Grépon. Donc ça commence quand même par une petite compétition, c'est le premier point. Exactement. Et puis après, il y a vraiment, bien sûr, la dimension spirituelle, parce que la dimension spirituelle est inhérente à la montagne. Cette dimension de contemplation, d'élévation de l'homme sur la montagne dans une immensité. Et donc, Ravanel souhaite vraiment placer cette Vierge sur un piédestal au sommet du massif du Mont Blanc, face à Chamonix, et cette Vierge, en effet, est visible depuis l'ensemble de la vallée de Chamonix. Parce que découvrir l'immensité de la montagne et ses hauteurs majestueuses, c'est aussi se reconnaître petit, se reconnaître tout faible face à la création. Oui, en fait, il y a aussi un dépouillement dans la montagne, c'est-à-dire qu'on part, on laisse tout derrière nous, on laisse tout l'aspect matériel, tout l'aspect de nos vies dans nos vallées, et puis on part sur la montagne avec juste notre corps pour la gravir, et en ce sens-là, on rejoint quelque chose de plus haut, on rejoint peut-être une essence un peu plus différente de ce qu'on a dans les vallées. Donc oui, il y a vraiment une dimension spirituelle. Une dimension spirituelle donc dans la montagne. Merci beaucoup Mayol et Aubin Aldebert. Je rappelle que vous publiez La montagne se souvient, histoire de la conquête des Alpes. C'est publié aux éditions du Rocher. Une dizaine de récits de montagne, d'alpinistes célèbres ou pas d'ailleurs, plutôt pas, qui racontent, vous racontez en narrateur omniscient ces histoires-là. C'est donc à lire. La montagne se souvient. Si jamais vous avez du retard dans les cadeaux de Noël, c'est peut-être l'occasion.